Bonjour à tous. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, attends. Hop, tu m'entends aussi? Oui, parfaitement. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Ouais, c'est bon. C'est pas en diapo encore. Ouais, parfait. Bon, on attend encore quelques minutes quand même. On est un peu à Oh, la... On laisse les temps aux participants pour ce dernier atelier du semestre d'essais connectés, en espérant qu'ils soient nombreux. Ça commence à se connecter. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. On attend encore quelques petites minutes et on va commencer. Je vois que ça arrive. hmm. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Bonjour, on nous voit arriver. Allez, on laisse encore 2 minutes, 2, 3 minutes et on attaque. Il manque encore quelques personnes par rapport aux inscrits.
Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui, Je vois que les nombres continuent de grimper, mais on n'est pas loin de la vérité par rapport euh, aux personnes inscrites. Donc, on attaque. on y va. On y va. Bonjour à tous. Merci pour être connectés avec nous pour ce dernier atelier du premier semestre. On vous propose aujourd'hui de parler de la retraite dans l'entreprise pour les dirigeants, que ce soit dirigeants assimilés salariés ou TNS. Donc, on va regarder les possibilités qui existent et qu'on propose comme solution aussi chez RS. Donc, moi, je suis Isabelle Ascalia, je suis responsable commercial dans la région Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée par Camille qui va prendre la parole. Bonjour à tous. Camille Tichet. Alors, je fais la même chose qu'Isabella. Je suis responsable commerciale, mais région Nord-Ouest. Donc, Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire et une partie de la région Centre. Voilà. Du coup, comme vous le disiez, Isabella, dernier atelier pour le semestre 1. Les ateliers reprendront après les congés d'été. Aujourd'hui, on va aborder le sujet sur la retraite qui est financée par l'entreprise, donc en fonction des différents statuts du dirigeant. Quelques chiffres. Alors, ça passe pas les Oui, slides du coup, Isabella. oui, excusez-moi, c'est ma faute. Non, non, pas de souci. Hop, Euh, hop, Ouais, parfait, parfait, merci. Quelques chiffres sur RS pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc déjà, RS veut dire épargne retraite, épargne salariale. Donc on est vraiment spécialisé sur ces sujets, même si on se développe sur d'autres sujets récemment, avec notamment le rachat de Prime Alliance. Donc vous retrouvez deux équipes, une équipe grand compte où vous allez voir enfin Monoprix, Vinci, enfin ce type de grand compte, et une équipe intermédiaire. Isabella et moi, on en fait partie. Donc nos clients sont des CGP, courtiers en assurance ou encore experts comptables. On a plus de 6 milliards d'encours sous gestion aujourd'hui, plus de 28 000 entreprises clientes et 300 000 épargnants. Voilà. Donc, on va parler de la retraite aujourd'hui. Un petit point sur le fonctionnement de la retraite en France. Alors, on a fait une pyramide que vous connaissez sans doute. On va retrouver les régimes de base obligatoires. Donc, on a mentionné la sécurité sociale, mais en réalité, il y en a d'autres, hein. Ça va dépendre du statut social, donc à la fois du dirigeant, mais aussi donc, tout court, en fait. Donc, le salarié va être sous la sécurité sociale, y compris l'assimilé salarié, mais on va en avoir d'autres, que ce soit la sécurité sociale des indépendants pour les artisans commerçants, que ce soit la CNAVL, VPL, pardon, pour les professions libérales, ou encore la MSA pour les professions agricoles. Donc ça, c'est un régime, enfin, on va appartenir à un régime de base obligatoire qui se complète avec un régime complémentaire qui est également obligatoire et qui va, même principe, dépendre de notre statut. Donc, même chose, on en retrouve plusieurs. Vous allez reconnaître, enfin, celui qu'on connaît le plus, la GIR-CARCO, mais également RCI, etc. À ces deux régimes-là, que ce soit régime de base, régime complémentaire, on va retrouver la retraite dite supplémentaire, qui n'est donc pas obligatoire, qui peut se financer individuellement ou collectivement au sein de l'entreprise. Et en fait, elle va venir compléter sa retraite, puisque en moyenne, le taux de remplacement, donc pour rappel, le taux de remplacement, c'est je vais prendre ma retraite, ma première pension de retraite, que je vais diviser sur mon dernier revenu que j'ai perçu, et ça va me donner un taux. Et donc, pour compléter ce taux de remplacement, je vais utiliser la retraite supplémentaire pour augmenter mes pensions retraite, en fait, avoir un pouvoir d'achat plus important. Donc, sur ce taux de remplacement, c'est une moyenne, hein, parce que évidemment, ça dépend de plein de paramètres, hein, entre quelqu'un qui est le statut de TNS ou quelqu'un qui a été salarié, qui soit cadre ou non cadre, le taux de remplacement va être différent. Donc, c'est une moyenne. Et ce taux de remplacement, on voit que la pension retraite, ça représente 27% du dernier salaire pour le régime obligatoire et puis 17% pour le complémentaire. Enfin, les complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le schéma de comment fonctionne la retraite en France. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est cette retraite supplémentaire, justement, comment on peut l'utiliser et comment on peut financer cette retraite au moyen de l'entreprise. Donc, on va voir les 4 enveloppes.
le PER individuel que vous connaissez sans doute maintenant, le PERECO, donc la retraite collective, du PEROB avec la retraite catégorielle et enfin l'article 39 qui est une retraite ciblée. Alors, je vous l'ai dit là un peu en introduction, hein, mais juste pour rappel, la retraite va dépendre, enfin les moyens qu'on va pouvoir utiliser, enfin pour financer cette retraite supplémentaire, va dépendre essentiellement du statut social. Parce que si je suis profession libérale, enfin TNS, je vais pas pouvoir accéder à certains produits par rapport à quelqu'un qui est assimilé salarié. Alors on est vraiment focalisé sur le dirigeant aujourd'hui, mais ça s'applique aussi aux salariés, hein. Tout ce qu'on dit sur le dirigeant assimilé salarié, ça s'applique également pour les salariés. Et donc, on va avoir des produits qui vont être différents en fonction de ces deux statuts. Et ensuite, il va y avoir une différence entre est-ce que j'ai un salarié ou est-ce que je n'en ai pas. Alors, dès que j'ai un salarié, que je sois assimilé salarié ou TNS, je vais avoir accès à l'épargne salariale. Donc là, on vous a mis PE et PERECO, même si c'est le PERECO qui est un produit d'épargne retraite à proprement parler. euh, En général, ils vont ensemble. Donc, on le mentionne, mais voilà. Non, c'est bon, tu peux passer, t'inquiète. On commence par le PER individuel et du coup, qui serait financé par l'entreprise. Alors, le PER individuel, pour rappel, il a été créé il y a bientôt 5 ans. 1er octobre 2019, on retrouve ce produit unique de retraite et il fonctionne de la même manière qu'il soit ouvert par l'entreprise ou à titre individuel. Alors, on vous a mis sur cette slide à la fois le PE, hein, mais voilà, bon, il y a l'enveloppe PE et vous avez l'enveloppe PER à titre individuel et PER ouvert par l'entreprise. Dans les deux cas, que ce soit un PER ouvert à titre individuel ou via l'entreprise, le compartiment 1 est toujours actif. C'est un compartiment qui va pouvoir accueillir des versements volontaires, déductibles ou non déductibles de ses revenus. Le compartiment 2 et le compartiment 3, sur le PER individuel, enfin ouvert à titre individuel, ils sont dits passifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent recueillir que des transferts. Alors que sur un PER ouvert par l'entreprise, les compartiments 2 et 3 sont dits actifs. Alors, on va retrouver le PERECO avec le compartiment 1 et 2, le PEROB avec le compartiment 1 et 3, et parfois le PERECO, on peut même avoir les trois compartiments actifs. Compartiment 2, on est sur des flux d'épargne salarial en fait, donc abondement, intéressement, participation, transfert de jours. Compartiment 3, on est sur les cotisations obligatoires de retraite, c'est l'équivalent des cotisations article 83 avant. Donc, en fait, autant quand je suis dans une entreprise, je peux faire des versements volontaires dans mon plan, que ce soit un PERECO ou un PEROB, et que ça me serve à titre personnel en tant que personne physique. Autant mon PER ouvert à titre individuel, si je prends un exemple, je suis salarié d'une entreprise, j'ai ouvert un PER individuel avec RS, j'ai une prime de participation dans mon entreprise, je ne peux pas loger ma prime de participation dans mon compartiment 2. Du moins, pas comme ça tout de suite. Voilà, donc c'est ça le principe. Parfait. Euh, donc, le PER individuel, il a été créé vraiment dans un but d'avoir un seul produit unique pour tous, quel que soit mon statut social, quel que soit si je suis actif ou inactif, parce qu'on peut aussi avoir accès au PER individuel. Alors, désormais plus pour les enfants mineurs, mais en tout cas, pour les retraités, eux, ils ont toujours le droit de souscrire à un PER individuel. Ensuite, la grosse nouveauté du PER individuel, mais bon, vous le savez, c'est cette possibilité de sortir en capital, puisque jusqu'au 1er octobre 2019, on était toujours sur des produits qui sortaient en rente, sauf partiellement avec le PER. C'est un outil qu'on peut utiliser lors de la transmission. Alors, soit avec des souscriptions croisées entre conjoints, mais c'est un vrai outil de transmission. Au-delà, alors je mets le conjoint à part parce que de toute façon, la loi TEPA, elle s'applique, mais voilà, on retrouve le 990I et le 757B qui s'appliquent sur ce PER, quand bien même ce ne soit pas les primes versées enfin, avant ou après 70 ans, mais l'âge de décès, 70 ans ou après. Et autre chose, par rapport au PERECO et à l'assurance vie, il y a une exonération des prélèvements sociaux sur les plus-values latentes en cas de décès.
Et enfin, le PER, s'il a été créé, c'était vraiment une volonté du gouvernement de créer un produit unique parce qu'aujourd'hui, les carrières sont... En fait, on n'a plus une carrière lisse comme on a pu avoir il y a quelques années où la personne restait X années dans la même entreprise, voire elle ne changeait même pas du tout de statut. Aujourd'hui, on va passer de salarié à indépendant et inversement. Donc, ça permet de regrouper tous ces produits retraite. Si j'ai eu un article 83 dans une précédente vie professionnelle, je vais pouvoir transférer sur mon PER, etc. Donc, ça permet d'avoir tout sous la même enveloppe. Voilà. Et- Tu veux ajouter quelque chose? non, non, tout à fait. C'est très bien. J'ai répondu juste à des questions pratico-pratiques. Concernant les supports, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur d'habitude de vous l'envoyer. On pourra vous l'envoyer par mail. Et par contre, effectivement, on ne mettra pas à disposition en replay de cette session, mais au deuxième semestre, il y aura d'autres sessions qui seront proposées sûrement sur ce sujet. Donc, pour ceux que vous connaissez qui ne pourraient pas avoir participé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Alors, le PER individuel, en tant que personne physique classique, je vais pouvoir le financer à titre personnel, mais je peux aussi, en tant que dirigeant, que je sois dirigeant assimilé salarié ou TNS, le financer via l'entreprise. Alors, on vous a fait des calculs sur à la fois le dirigeant assimilé salarié et l'équivalent avec le TNS si l'entreprise prend en charge ce versement. Alors, sur la partie dirigeant d'entreprise, dans les deux cas, on a pris un coût budgétaire pour l'entreprise de 10 000 euros. Quand je suis assimilé salarié, je vais avoir des cotisations patronales qui vont s'appliquer et des cotisations salariales. Ça va me donner un montant. Et pour calculer l'efficacité du PER individuel, je vais prendre ce montant, je vais appliquer ensuite la TMI à la sortie et je vais diviser du coup 10 000 euros par ce montant net d'impôt, on va dire, et ça va me donner l'efficacité du périn en fonction de ma TMI. Alors forcément, plus j'ai une TMI à la sortie qui est basse, plus le versement pris en charge par l'entreprise sera efficace. Mais bon, ça, de base, même si c'est pas financé par l'entreprise, c'est le cas. Euh, Quand je suis TNS, c'est le même principe. L'efficacité, elle est plus importante parce que, en fait, j'ai des cotisations qui sont moindres par rapport au statut de dirigeant assimilé salarié, puisque je vais avoir les cotisations sociales qui vont s'appliquer et aussi la CSG CRDS. Mais même principe, plus ma TMI est élevée, plus l'efficacité sera moindre. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment en tant que dirigeant, je peux faire prendre en charge mes versements par l'entreprise sur mon PER individuel. Euh, Sur mon PER, quand je suis assimilé salarié, on va faire un PER, un versement avec une fiscalité 163 quater vicis, donc la fiscalité classique hein, des personnes physiques que tout le monde a en fait, hein, mes fameux plafonds d'épargne retraite, alors que quand je suis TNS, je vais avoir accès à un plafond dit supplémentaire dû à mon statut de TNS, qui est le 154 bis du CGI. Mais vous avez un autre, alors là du coup c'est terminé puisque c'est le dernier atelier, mais il y a un autre atelier sur les plafonds d'épargne retraite. On le fera forcément l'année prochaine, enfin au deuxième semestre vu que ce sera d'actualité pour le dernier trimestre. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc, une fois qu'on a vu le PR individuel, donc on a compris que c'est accessible à tout résident fiscaux français, hein, peu importe son statut. Bon, là, on se concentre sur les dirigeants des sociétés TNS ou pas, assimilés salariés, donc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a au moins un salarié dans la société, et bon, vous connaissez sûrement les règles d'éligibilité du dirigeant, on ne va pas répartir sur ces discours-là, mais considérer que dès qu'on a un salarié qui est présent dans la société, ça devient intéressant de proposer à notre dirigeant l'éventualité de mettre en place un PER collectif. Donc, comme vous a expliqué tout à l'heure Camille, l'avantage d'avoir un PER collectif qui est ouvert, ça permet d'activer les compartiments 2 et 3 et on va voir pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça peut être plus efficace et plus intéressant que juste se limiter à un PER individuel. Donc, effectivement, comme je vous disais, les PR collectifs, donc le PR éco, vous le verrez appelé des plusieurs noms, hein, de toute façon, PR COI, PR éco, c'est la même chose. On parle du PR collectif ouvert par la société et qui donc permet de verser
la société peut verser sur les compartiments 2 et les compartiments 3. Donc, le compartiment 2, c'est le compartiment qui va héberger tous les versements des dispositifs d'épargne salariale, l'abondement, l'intéressement, la participation. Et du coup, on peut aller chercher à travers le versement volontaire qu'on peut faire déductible même sur le PERCO, c'est la nouveauté de la loi Pacte, on peut aller chercher l'abondement qui, lui, est exonéré des charges et d'impôts. Pourquoi ça nous intéresse? On va le voir. Hop, voilà. Pour info, cette année, on parle de 7 400 euros environ d'abondement, donc de montant versé par la société sans paiement des charges sociales, sans paiement d'imposition, ni à l'entrée ni à la sortie. Vous avez que la CSG-CRDS à 9,7 sur ce type de versement. Donc, vous comprenez bien qu'on a un plafond, par exemple, on a un TNS qui a un plafond de 15 000 euros. S'il va chercher 15 000 euros de versement TNS sous forme de 154 bis, la société va verser des charges sociales pour ce versement. La personne ne va pas payer d'impôt personnel tout de suite. C'est ce qu'on appelle une rémunération différée. Il va payer l'impôt à la sortie. Si au contrario, ces 15 000 euros, on va aller chercher une partie avec un versement déductible qui va déclencher mon abondement des 7 418 euros, ces 7 418 euros, eux, ne sont pas chargés à l'entrée, donc la société ne paye pas des charges sociales sur ces 7 400, et ensuite, à la sortie, il n'y aura pas d'imposition sur ce montant. Donc, on a optimisé notre versement retraite grâce à le versement de la société. Donc, je pense qu'on vous a fait effectivement le même tableau que vous avez vu tout à l'heure, du coup, sur la efficacité P1, mais là, on voit pourquoi l'efficacité grimpe et on le voit qu'elle est beaucoup plus efficace. Cette différentielle est due effectivement, si on part du même principe du budget des 10 000 euros, au fait qu'on n'a pas des charges sociales à l'entrée et on n'a pas d'imposition à la sortie. Donc, forcément, notre efficacité, plus pareil, hein, comme pour le PR individuel, plus la TMI est importante, plus l'efficacité est moindre, mais plus on descend des TMI, plus c'est important. Bon, je vous dis rien de nouveau. Donc, effectivement, c'est vraiment quelque chose pour moi, à proposer en termes de conseils vis-à-vis d'un dirigeant qui a au moins un salarié, il faut vraiment se poser la question parce que je me permets d'ajouter que souvent l'objection principale, c'est oui, mais c'est collectif, donc il faut que je le donne aussi aux salariés, le salarié qui a ou les salariés qui a, mais on peut voir ça aussi, on fait un gain déjà de départ. Vous le voyez à travers l'efficacité. Donc, cet argent qui n'est pas utilisé pour payer les cotisations sociales tout de suite, par exemple, s'il est utilisé pour faire un petit versement aussi pour le salarié, en termes de fidélisation, tout le monde est content. Le dirigeant, il se retrouve, le salarié, il est fidélisé et motivé. Donc, vraiment, c'est une objection à laquelle on peut répondre facilement. On est toujours dans l'optimisation. Le levier est vraiment important. Donc là, c'est la même chose en fait. Là, vous voyez la différence, excusez-moi, entre les deux. Là, c'était pour un TNS avec un salarié. Là, c'était un assimilé salarié. Pour l'assimilé salarié, c'est légèrement moindre, mais tout simplement parce que c'est comme euh, pour l'exemple du P1, on a toujours la partie quand même des charges sociales qui est plus élevée sur la partie versement volontaire qui va déclencher l'abondement. Donc forcément, on retrouve un peu d'écart. Je redonne la parole à Camille qui va nous parler de l'autre possibilité. Oui, et on a une question, à savoir si l'entreprise qui verse sur le Péréco, il y a aussi l'abondement. Il y a l'abondement aussi. Oui, Si oui, oui. En fait, comment? l'entreprise verse sur les péréquants, on entend s'il verse de l'intéressement ou de la participation. Oui, je pense que c'est ça la question. Enfin, Ah ben là, c'est là, c'est l'optimisation parfaite parce qu'effectivement, si on reçoit de l'intéressement ou de la participation et qu'on décide de le verser dans le PERCO, à ces moments, et qu'on a droit à un abondement sur le PERCO, effectivement, que ce soit l'intéressement qu'on verse et l'abondement qu'on reçoit, ils vont se loger dans le compartiment 2. Donc, ils seront toujours exonérés des charges, exonérés d'impôts à l'entrée, à la sortie. Donc, ça nous permet d'éviter le versement volontaire de la personne. tout à C'est fait. c'est la prime d'intéressement qu'on décide de verser qui déclenche l'abondement. Faut-il encore que, voilà, que les dirigeants aient décidé de mettre en place ces systèmes? Parce que je vous rappelle qu'on peut abonder les flux qu'on désire. On n'est pas obligé d'abonder tous les flux
qui sont mises en place dans la société. On peut décider d'abonder que les versements volontaires ou d'abonder aussi l'intéressement, la participation. Donc, ça dépendra de la stratégie qui a été mise en place au départ. Il y a Tout à fait. effectivement, si on veut arriver vraiment, vous connaître dans les ateliers experts, il y a aussi effectivement, vous l'avez peut-être entendu parler, l'abondement unilatéral. Donc effectivement, il y a aussi la possibilité pour la société de définir jusqu'à, pour le moment, à aujourd'hui, quand vous parle 27 juin 2024, on est encore à 2% du pass. Donc jusqu'à 2% du pass, la société peut décider de verser un abondement unilatéral sur le PERCO. Ça veut dire quoi? Que ça ne demande pas en contrepartie de la part du bénéficiaire. La société décide simplement que tout le monde, par exemple, peut recevoir 1% du pass par an sans contrepartie. C'est une possibilité qui existe. Elle est utilisée moyennement, ça dépend. Voilà, il y a toujours ce côté que là, pour le coup, c'est pas si les salariés veulent verser, ils versent et je lui donnerai l'abondement. Là, d'office, on décide que la société donne à tout le monde le même montant. Et c'est le même montant pour tout le monde. Il n'y a pas de règles d'ancienneté ou autre chose. Juste quoi, maximum. 2% du pass, pour vous donner une idée, cette année, ça faisait 840 euros, Camille, c'est ça? Environ? T'as dit combien? 927, ouais. 927, excusez-moi. 927 euros. Donc, c'est pas non plus des montants, on est loin des 7400 du plafond qu'on a sur l'abonnement. Voilà, je te laisse la main sur le PEROB. Oui, tout à fait. Alors du coup, on a vu le PER individuel. Donc PER individuel, bah, comme son nom l'indique, c'est individuel, hein. PERECO, la différence, donc c'est collectif et donc là, on peut exclure personne. Le PEROB, c'est de la retraite catégorielle. Donc là, effectivement, on pourra potentiellement faire en fonction des catégories. Alors, Excusez-moi. Hop, ça avance pas. pas de souci. Ouais. Euh, Un PEROB, c'est un plan d'épargne retraite d'entreprise, comme on a vu, sauf que cette fois-ci, c'est le compartiment 3 qui est actif. Donc, nous, on a deux PEROB, enfin, on a un PEROB avec l'assureur Swiss Life et notre PERECO, où le compartiment 3 peut être actif. Donc, notre PEROB avec Swiss Life, c'est un contrat assurantiel. Notre PERECO, c'est avec Amundi, donc là, on est sur un contrat bancaire. Donc, le compartiment 3 peut être également actif et du coup, on a les trois compartiments qui sont actifs. Si on reste sur le PEROB classique, on a automatiquement le compartiment 1 qui est actif parce qu'on l'a vu, il est systématiquement actif. Et cette fois-ci, on a ouvert le compartiment 3, donc il est vraiment actif. L'entreprise va effectuer des versements volontaires, enfin des versements obligatoires, pardon, des cotisations en fait, trimestrielles en fonction d'un pourcentage de la rémunération en général. Et donc, c'est ce qu'on appelle des cotisations obligatoires de retraite. Le fonctionnement, donc je vous le disais, c'est forcément un contrat d'entreprise. C'est l'entreprise qui met en place ce contrat. Elle va effectuer donc ces fameuses cotisations de retraite qui vont aller dans ce compartiment 3. La personne qui est bénéficiaire d'un PEROB pourra également faire des versements volontaires dans son compartiment 1. On va bien distinguer les flux et les compartiments. Et pendant toute la vie du contrat, c'est-à-dire jusqu'à l'âge où j'ai soit l'âge de départ à la retraite, donc désormais 64 ans, soit si j'ai liquidé un premier régime d'assurance retraite, je pourrais liquider mon PEROB et cette fois-ci, ma liquidation se fera en rente. À ce jour, c'est un produit qui sort toujours en rente viagère, donc avec des options, hein, annuité garantie, réversion ou autre, mais c'est un produit qui sort en rente et non en capital. La seule possibilité de sortir en capital sur ce contrat, eh bien, c'est la même exception qu'on a sur les articles 83 ou les Madelins qu'il y a toujours aujourd'hui, c'est le fait que ma rente viagère, donc sans option, soit évalué à moins de 110 euros par mois. Ça représente à peu près 35 000 euros, on va dire, de capital, et c'est vraiment sur le compartiment. Donc ça veut dire que demain, quelqu'un qui a un PEROB qui a 50 000 euros sur son PEROB, si il y a que entre guillemets, 20 000 euros sur le compartiment 3, eh bien oui, je pourrais bien sortir en rente viagère, enfin en rente, en arrérage unique, pardon, en capital du coup, grâce à mon compartiment 3 parce que j'aurai bien une rente qui sera inférieure à 110 euros. Mais sinon, à part cette exception et les cas de déblocage anticipés qu'on ne souhaite à personne, je sors en rente viagère sur ce produit. Excusez-moi, Camille, avant de continuer, je t'interromps juste. On a une question, difficulté à comprendre quand c'est que s'active ce produit, quand c'est qu'on le met en place, comment ça s'active. Oui, bah, on le voit après, hein, je pense que ça va répondre à la question, mais n'importe. Sinon, je peux y répondre maintenant, hein, c'est pas grave. Euh,
Alors, en fait, c'est un produit. Le PEROB, c'est un produit où l'entreprise décide de mettre en place un PEROB, soit parce qu'elle est obligée via la convention collective. En fait, il y a des conventions collectives où on est obligé. Par exemple, la convention collective des paysagistes, ils sont obligés de mettre en place un PEROB avec des cotisations équivalentes à 1% de la rémunération annuelle brute des salariés. Donc, l'entreprise, là, elle est vraiment dans cette obligation-là. Soit c'est facultatif. Et donc là, on va se retrouver dans la situation où on a un dirigeant assimilé salarié, potentiellement. C'est vrai qu'on est passé un peu vite sur la slide au tout début en introduction, mais c'est un contrat qui est seulement pour les dirigeants assimilés salariés. C'est-à-dire que demain, première question à votre dirigeant, vous lui demandez quel statut social il a, il vous dit je suis TNS, vous ne pouvez pas lui parler de PEROB. Ou du moins, vous pouvez lui en parler dans son entreprise pour ses salariés, mais pas pour lui en tant que dirigeant. Donc, on va mettre en place ce contrat, donc soit parce que c'est obligatoire, soit parce que j'ai envie de mettre en place quelque chose pour mes salariés et pour qu'ils puissent se constituer une retraite, et soit parce que je n'ai justement pas de salariés dans mon entreprise, j'ai le statut d'assimilé salarié, et donc du coup, je vais pouvoir utiliser le PEROB parce que c'est un contrat où, contrairement à l'épargne salariale, je n'ai pas besoin d'avoir un salarié. En revanche, ce contrat, il sort en rente. Voilà, par rapport au PERECO. Donc, je décide de le mettre en place quand je veux, en soi, hein, je fais ça quand je veux, il n'y a pas de date particulière. Et ensuite, il va avoir une durée de vie jusqu'à... Alors, si je le fais, on va rester sur la partie dirigeant parce que c'est le but de l'atelier, mais si je le fais en tant que dirigeant pour moi, eh bien, le jour où je partirai à la retraite, je pourrai liquider mon contrat. Et si un jour j'ai envie d'arrêter d'alimenter ce contrat parce que c'est l'entreprise qui alimente, ben, je mets en réduction ce contrat, tout simplement. Donc voilà. Et en fait, donc là, tu peux rester sur cette slide, hein. C'est un contrat donc dit catégoriel, parce que contrairement au PERECO, qui est enfin, via les contrats d'épargne salariale, je peux créer des catégories. Donc la catégorie, bah, alors ça dépend, hein, mais c'est quand même normé, hein, que ce soit des catégories objectives, mais globalement, c'est ce qu'on attendait avant sur les contrats 83, hein, je vais simplifier, mais les cadres, les assimilés cadres, l'ensemble du personnel, pour les techniciens, en fonction de la rémunération, dire tous ceux qui ont une rémunération supérieure à 4 passes, plafond annuel de la sécurité sociale, ils auront le droit à ce produit-là. Donc voilà, il y a différentes catégories objectives qu'on va définir. Donc soit c'est vraiment pour tout le monde, soit je suis dirigeant assimilé salarié, mais je n'ai pas de salarié, donc j'ai accès à ce produit-là parce que je peux pas faire de l'épargne salariale, soit ben, en fait, je veux faire quelque chose que pour une partie de mes salariés. Dans ce cas-là, je vais définir une catégorie objective. Voilà. C'est le fonctionnement du PEROP. J'espère que ça a répondu à la question. Tout à fait, je pense. Euh, Ça sonne bien. Du coup, comment j'alimente ce contrat-là? J'alimente via des cotisations d'entreprise. Ces cotisations, elles ont quand même des plafonds. Donc, j'ai deux plafonds. Mon plafond global, c'est 8% de la rémunération annuelle brute dans la limite de 8 passes. Et dans ce plafond-là, j'ai deux plafonds. En fait, le premier plafond de 0 à 5% de ma rémunération annuelle brute dans la limite de 5 passes, je suis soumis au forfait social de 16%. Donc, si j'ai 3% de la REM en cotisation, et ben, sur ces 3%, je vais payer 16% de forfait social. Et tout ce qui va aller au-delà des 5%, dans ce cas-là, il n'y a plus de forfait social, mais par contre, il y a des charges sociales. Mais c'est pas fiscalisé. Toutes les cotisations du PEROB rentrent dans le plafond d'épargne retraite individuelle. Donc attention, c'est-à-dire que demain, si vous mettez ça en place pour un dirigeant assimilé salarié et qu'à côté, il fait également des versements volontaires, comme on a vu, ou encore de l'abondement PERECO, etc., eh ben, faut faire attention, ça rentre dans le plafond individuel d'épargne retraite. Mais ça, pareil, il y a un atelier spécifique sur ce sujet pour bien regarder. Donc voilà, faut l'avoir en tête quand même. Donc, ça, effectivement, Donc voilà, donc là, bon, ça du coup, je vais passer et plus on vite vient parce qu'on a un peu répondu à la question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que il y a une loi qui est passée euh, sur ces contrats, il y a encore des tables genrées. TGH, TGF, des tables de mortalité. À partir du 1er octobre 2024, on passera forcément en TGF
0,5 pour tout le monde. Donc en gros, c'est un peu l'année du pérobe, on va dire, si on veut conserver cette table de mortalité TGH 0,5 pour les hommes. Eh bien, dans ce cas-là, il faut ouvrir un pérobe cette année, enfin au plus tard, au 1er octobre 2024. Et après, ce sera la même table de mortalité pour tout le monde, parce qu'en fait, si vous ouvrez avant le 1er octobre 2024, la table de mortalité est garantie, en fait. Donc, c'est pour ça. Bon, après, c'est juste la table de mortalité. Et enfin, juste pour la fiscalité, donc ça sort en rente et donc c'est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 10,1. Voilà. Parfait. On a quelques petites questions à laquelle on peut répondre avant d'avancer. Effectivement, il y a une première question sur un versement effectué par un SAS sur les périns 163 du dirigeant. Augmente sa rémunération imposable personnelle et diminue l'IS. Alors, je me permets de répondre à celle-là, mais un versement effectué par la SAS sur un périn sous forme de 163, c'est effectivement traité par le comptable comme de la rémunération versée au dirigeant parce qu'on n'est pas dans les cadres du TNS. Donc, en fait, là, c'est ce qu'on appelle les paiements par un tiers. En fait, c'est la société qui fait les versements, mais après, il est comptabilisé comme de la rémunération imposable, effectivement, à titre personnel, mais ça augmente, ça augmente l'IS, c'est sûr, ça l'augmente. Excusez-moi, ça diminue l'IS, oui, ça diminue l'IS parce qu'on a un versement, une charge supplémentaire qui est créée, on diminue l'IS. Mais c'est très psychologique la question parce que donner plus de rémunération aux dirigeants pour qu'il fasse son versement personnel 163 ou en tant que société faire directement avec le RIB de la société les versements 163, ça revient fiscalement à la même chose. C'est juste plus peut-être une question psychologique de dire l'argent part du compte de la société, même si après c'est traité comme de la rémunération. Et effectivement, il apparaît dans notre revenu imposable. Et ensuite, on déclare un versement déductible 163. Donc, c'est un peu, voilà, on n'a pas des différences particulières. Et pour l'autre question, Camille, peut-on faire une catégorie objective avec uniquement les dirigeants salariés ou au moins les dirigeants avec les salariés les mieux payés? Bah, en fait, on peut effectivement définir des catégories. Alors, si on prend l'exemple, il y a juste un dirigeant salarié, oui, on peut ouvrir un pérobe et mettre en place un contrat juste pour ce fameux assimilé salarié, dirigeant assimilé salarié. Si on veut faire profiter de ce pérobe juste aux dirigeants et à la personne la mieux payée de la structure, dans ce cas-là, on va peut-être faire une catégorie objective par rapport à la rémunération. Aujourd'hui, les catégories objectives, donc on va avoir l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI. On va avoir, alors avant c'était le 4 bis et l'article 36. Donc bon, bref, ça a juste changé, hein, ça a évolué. Mais après, on peut faire par rapport à la rémunération. Donc oui, oui, dans les faits, c'est possible. En revanche, il y a quand même quelques plafonds à respecter, donc faut regarder si la rémunération de ces personnes-là rentre dans les catégories qui sont objectives et déterminées. Mais oui, oui, dans les faits, faudrait regarder le cas, mais je vois pas vraiment de problème. Oui. Parfait, Euh, du coup, par rapport à l'efficacité de ce pérobe, donc là, on vous a remis l'efficacité Perrin, l'efficacité de Perrin avec abondement qu'on a vu précédemment avec Isabella, et là avec le pérobe. Alors oui, l'efficacité est moindre par rapport à l'efficacité Perrin plus abondement, mais de toute façon, il y aura jamais, il y aura jamais mieux que cette efficacité-là. En revanche, ben, c'est ce qu'on a vu. Je me répète, mais c'est collectif. Là, on peut faire du catégoriel. Donc forcément, ou alors du moins si j'ai un dirigeant qui n'a pas de salarié, il ne peut pas bénéficier des dispositifs d'épargne salariale. Il va bien falloir lui trouver une autre solution pour qu'il puisse se financer sa retraite via l'entreprise. Donc le pérobe, l'efficacité, elle est moindre par rapport à l'épargne salariale, mais elle reste quand même plus intéressante que ce que je rebondis sur ce qu'Isabella a expliqué précédemment par rapport à un versement pris en charge par l'entreprise qui serait considéré quand même comme de la rémunération. Mais étant donné que sur le pérobe, il y a du forfait social à 16%, voire si on va sur des cotisations au-delà de 5% de la rémunération, c'est soumis à charge sociale, ben, du coup, forcément, ça diminue l'efficacité. Voilà. parfait, parfait. Et du coup, on va arriver au quatrième produit qu'on commercialise, nous, chez RES, depuis, ça va faire un an maintenant, je pense, presque. Ouais, à peine, mais À bientôt, peine, oui. à peine.
En fait, c'est un produit enfant de la loi Pacte. En réalité, l'article 39, il est bien vieux, hein. C'est ce qu'on appelait à la base la retraite parachute. Si je ne me trompe pas, c'était comme ça qu'on l'appelait, le parachute. Les Retraite dirigeants. chapeau, oui. Oui, retraite Parachute, chapeau. c'est possible. Non, les parachutes dorés, voilà. Non, mais Ah. parce qu'effectivement, c'était, on entendait parler pour les dirigeants des grands groupes 440 qui partaient avec des enveloppes retraite très importantes. En fait, ça a été modifié avec la loi Pacte. Ce qui change avec la loi Pacte, c'est la possibilité de bénéficier de ce dispositif déjà sans besoin de rester dans la société jusqu'à la cessation de l'activité. En fait, on peut avoir plusieurs articles 49 selon la vie professionnelle qu'on a et si la société le décide de mettre en place ou pas. Ce qui est important à tenir en compte, c'est que cette retraite est absolument, ne rentre pas dans les calculs des plafonds. Donc, on n'a pas besoin de connaître nos plafonds disponibles pour pouvoir décider quel montant on va utiliser. Et pour le coup, c'est vraiment un contrat à prestation défini à droit acquis, sans condition d'achèvement des carrières, sans rien. Donc, ça veut dire que les moments on va le voir, hein, je vous ai mis un exemple pratique pour qu'on parle un peu chiffres et qu'il soit clair, mais les montants que la société aura versés pour cette retraite ciblée, eh ben, il est acquis. Il est acquis d'office. Il y a aucun, on sait déjà à la base, en fonction des années que la société utilise le produit pour notre dirigeant ou pour ses salariés, on sait exactement le montant qu'on va avoir et on va voir comment c'est calculé, mais c'est vraiment à toi acquis. Hop. Donc, l'objet du contrat, on l'a dit, c'est d'avoir une retraite supplémentaire ne rentre pas dans les calculs des plafonds et pour laquelle on connaît d'avance les montants figés. Les bénéficiaires, encore une fois, c'est un produit qui bénéficie aux salariés ou assimilés salariés. Les TNS n'ont pas le droit d'en bénéficier. Voilà, on va dire que les TNS, ils ont leur plafond supplémentaire TNS 15 avec les 154 bis, et ben, les dirigeants assimilés salariés, il a effectivement la possibilité du PEROB et de cet article 39. Comme pour le PEROB, un dirigeant peut choisir de le mettre en place qui est pour lui. Il y a certaines conditions, on va le voir rapidement tout à l'heure, mais on peut tout à fait le faire pour une personne ou plusieurs personnes du moment qu'on a les statuts de salarié ou assimilé salarié. Donc, ça peut être une solution, effectivement, quand votre client dirigeant, même d'une SASU, il a déjà utilisé la totalité des 100 plafonds 163, et ben, il veut continuer à constituer une retraite plus importante, il peut mettre en place ce dispositif. Hop. Donc, comment ça fonctionne de façon globale? L'entreprise définit un montant donc, qui sera acquis et versé au moment du départ à la retraite. Ensuite, tous les ans, elle paye ses cotisations qui ont été définies, donc pour arriver au montant de rente qu'on souhaitait verser aux bénéficiaires. Bien évidemment, cet argent travaille sur des supports, l'assureur le fait travailler, hein. C'est aussi les buts après pour pouvoir assurer une rente. On parle bien d'une rente viagère, hein. Donc, je l'aurais habillé. On se base sur l'espérance de vie. L'assureur tient compte au moment du calcul de l'espérance de vie de la personne. Mais voilà, du coup, va chercher aussi de la performance sur les fonds, euh, sur les marchés, c'est normal. Au départ de la retraite, du coup converti en rente viagère et c'est toutes ces cotisations qui ont été versées par l'entreprise. Je pense que c'est beaucoup plus parlant avant de vous dire pour qui, pourquoi. Si on va à un exemple, parce que moi j'aime bien parler chiffres, juste avant de rentrer après dans d'autres détails, les calculs. On va le faire pas à pas ensemble. En fait, on prend l'exemple de quelqu'un qui a aujourd'hui 55 ans. C'est un autre dirigeant. Il part à la retraite à 65 ans et il a la table des mortalités TGF parce qu'on considère qu'on est déjà en novembre. Donc, voilà, il bénéficie de cette table-là. Il a une rémunération de 65 000 euros. Donc, je profite pour vous dire qu'effectivement, vous le verrez, c'est en général un dispositif qui bénéficie particulièrement aux fortes rémunérations. Plus la rémunération est importante, plus c'est intéressant parce que on a ce qu'on appelle un nombre de points.
C'est-à-dire que la société, en termes de cotisation qu'elle va verser pour créer la rente annuelle, elle ne peut pas aller au-delà des 3% de la rémunération. C'est entre 0 et 3% de la rémunération annuelle qu'elle peut verser en cotisation, qui est révalorisée, bien évidemment, en fonction de l'espérance de vie. Donc, vous comprenez bien que si j'ai une rémunération, plus la rémunération est faible, plus ce montant sera faible, plus la rémunération est importante, plus le montant est important. Et on est limité à 30 points. Comment on calcule les 30 points? Bah, là, j'ai 3% par exemple dans mon exemple. Si j'ai fait 3% tous les ans, et ben, au bout des 10 ans, je suis arrivé à 30%, donc 30 points, on va dire. Donc, aucune société, ni la mienne, ni si je change de société et que je suis salarié ailleurs, pourra continuer à verser sur ce type de dispositif. On est limité à 30 points. Donc, 3% par an, on est sur 10 ans. Après, si on a quelqu'un qui prend 1% tous les ans, bah, on peut le faire pendant 30 ans. C'est ça la logique. Donc, si je prends mon revenu de Jean-Baptiste, qui a 65 000 euros, et je décide de verser 3%, je veux que sa rente annuelle corresponde à 3% de sa rémunération aujourd'hui. Donc, ça fait 1950. À partir de ça, l'assurance, en se basant sur la compagnie d'assurance, en se basant sur la table de mortalité, a calculé l'espérance de vie des 29 ans. Donc, il faut faire les calculs pour dire, bah, si je veux qu'il ait cette rente des 1950 euros annuels pendant 29 ans, et c'est l'espérance de vie, combien ça fait? Et bah, si je fais 29 fois 3, 87, donc il faut que je verse 87% de la rémunération annuelle de mon dirigeant pour pouvoir avoir ce montant-là. Si vous prenez les 56 550 qui ressortent, en fait, vous les divisez fois 29, vous avez 1950 et du coup, vous avez votre rente annuelle qui est assurée. Donc, ça, c'est chaque année, pendant le temps qu'elle souhaite, la société décide de verser cette cotisation de 56 550 euh, net, auxquelles s'ajouteront les cotisations sociales, que c'est les coûts de la société. Mais, hop, l'intérêt dans ça, c'est que si il s'arrête, imaginons qu'il le fait pendant seulement en année, ben, la société a cotisé 56 550, elle décide de s'arrêter au bout d'un an, et ben, au moment de son départ à la retraite, Jean-Baptiste, il aura 1950 euros de rente par an, donc ça fait 166 euros par mois, voilà, qu'il aura des rentes à vie si la société s'arrête là. Si par contre, elle profite des 10 dernières années des carrières des Jean-Baptiste pour le faire tous les ans, bah forcément, on aura cette rente qui sera accumulée sur 10 ans. Donc, on aura une rente annuelle de 19 500. Donc, forcément, bah, on a augmenté la rente viagère. On est passé de 166 euros à 1625 euros par mois qui seront acquis à vie. D'accord? Donc, ça, c'était pour donner un exemple chiffré. Je vois qu'on a une question. Je ne sais pas, Camille, si tu l'as vu. Oui, je commence à y répondre. Ah, d'accord, ok, excusez-moi. Je voulais, voilà, si je pouvais Ah, répondre parce que je suis allé direct à l'exemple parce que j'aime non, bien non, pas de souci. donner une idée concrète, mais Euh, on va il y revenir sur avait- certaines choses. on peut y répondre. Alors déjà, là, il y avait une question sur les options, enfin, s'il y avait des options de réversion au profit du conjoint ou encore d'annuité garantie sur ce contrat. Tout à Donc, fait. oui, oui, tout à fait, effectivement. Et on avait aussi deux questions de Stéphane qui nous demandait si c'était possible de mettre en place un article 39 lorsqu'on était en situation de cumul emploi-retraite. Donc oui, également. Parce que je ne sais pas si tout le monde voit les réponses, donc on va le redire à l'oral. Donc oui, oui, également, c'est possible. Et on avait également une question de Nadia sur le fait de pouvoir sortir en arrérage unique si on disposait de plusieurs articles 83. Voilà. Si c'était bien traité individuellement ou si on prenait le global. Mais oui, oui, c'est traité individuellement. Après, c'est vrai que j'ai juste écrit ça en réponse. Alors, pour le 83, en revanche, il n'y a pas de sujet, hein. On peut être dans plusieurs entreprises et avoir plein de petits 83. Il faut juste être un peu vigilant quand on utilisait ce système-là pour d'autres produits retraite autres que les 83, type PERP. Alors, la probabilité qu'on conserve son PERP, si on a un vieux PERP avec une TGH, potentiellement, mais ces vieux contrats Madelin, PERP, etc.,
où on les gardait et qu'on utilisait l'arrérage unique, faut pas que enfin ça, il peut y avoir un risque d'abus de droit quand même si on en utilise plusieurs. Bon, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on ne le voit quasiment plus et la plupart des gens les transfèrent sur leur PER quand même. Mais sur le 83, il n'y a pas de sujet. On peut faire 10 entreprises et avoir 10 83, on n'est pas responsable. Donc, donc non, non, il n'y a pas de problème, c'est traité séparément. Et je crois qu'il y a une autre question. Du coup, Non, c'est bon. sur l'article 9, effectivement, c'est cette question de points. On va encore y revenir, mais c'est vraiment chacun peut avoir jusqu'à 30 points. Les 30 points sont des pourcentages de rémunération. Donc, du moment que je peux avoir maximum 3% de ma rémunération annuelle comme cotisation effectuée par la société, si je suis salarié dans une société qui a mis en place ces dispositifs et qui décide de m'en faire bénéficier à 1% de rémunération annuelle, là, j'ai 40 ans, pendant 5 ans, j'ai 1% de ma rémunération annuelle actuelle. Après, je change de société, j'ai une société qui ne fait pas d'article 39, et après, à 55 ans, je vais dans une autre société où j'ai créé ma société, où je mets en place l'article 39 et je donne 3% de rémunération. Il ne faudra pas oublier que j'ai déjà acquis 5 points, 1% pendant 5 ans quand j'étais plus jeune, entre guillemets. Et donc, il me restera 25 points à aller chercher. Donc, si je vais chercher avec 3%, ça fera un peu moins ça fera 9 ans. Je le ferai pendant 9 ans au lieu que pendant 10 ans. Voilà. Il faut que je reste dans les 30 points. Bien évidemment, je vais répondre à la question à travers ce slide par rapport au fait qu'est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il y a des garanties? Bien évidemment, il y a la garantie d'essai qui est incluse. Donc, c'est comme la fiscalité de l'assurance vie, hein, on désigne un bénéficiaire en cas de décès avant le départ à la retraite. Et lorsqu'on est à la retraite, on a une rente qui peut être réversible. On choisit les taux de réversion et on a des annuités garanties, pareil. Et au-delà, on dispose de la rente voyageur si on est encore en vie après ces annuités garanties. Donc, ça, c'est normal, c'est prévu. J'y reviens pour qui, pourquoi. Alors, déjà, pour l'entreprise, pourquoi c'est intéressant de proposer ça? Déjà, je peux cibler une seule personne. Je peux me cibler tout seul en tant que dirigeant. Je suis assimilé salarié, j'ai des salariés, je ne veux pas partager de la valeur avec eux, ou en tout cas, j'ai déjà fait autre chose mis en place, mais j'ai besoin vraiment de dépenser à ma retraite. Donc, je le mets en place pour moi. Je le mets en place pour mes salariés les plus fidèles parce que je veux qu'ils restent avec moi et donc je leur donne un motif en plus pour rester avec moi. Je le fais parce que j'ai une forte imposition, fiscalité sur ma société. Je paye beaucoup d'IS et du coup, c'est une solution pour payer moins d'IS tout en s'écréant une retraite complémentaire pour soi et pour nos salariés. Donc, pour l'entreprise, c'est ça les avantages principaux. Pour les salariés, c'est l'effet de savoir que pendant toute la phase de versement de cette cotisation, c'est financé par la société, ça ne coûte rien aux salariés pendant la phase de vie du contrat. Ça sera qu'au moment de la prise de la rente on paiera les impôts et on va voir comment. Mais du coup, on a un montant de retraite qu'on connaîtra à l'avance parce que comme je vous ai montré dans l'exemple, en fait, si on dit un pourcentage de notre rémunération, on sait à l'avance, à minima, la première année déjà combien on a. Il le fait pendant un an, il a 166 euros. Plus d'années il le fait, plus il le sait. Plus il est au courant à l'avance du montant, il le sait. Et ça peut être un bon avantage. Et ça peut être fait du coup assez rapidement. En général, on privilégie effectivement les gros salaires. On privilégie de le mettre en place pour un dirigeant qui est, entre guillemets, en fin de carrière, si on peut dire, mais dans le sens, on est en général au-delà des 50 ans. Pourquoi? Parce que la rémunération qu'un dirigeant, qu'un salarié a en général à 30-35 ans n'est pas la même qu'il a à 55 ans. Vu qu'on est quand même limité à ces nombres de points, si je prends mes points le plus tard avec des rémunérations plus importantes, j'aurai forcément une rente qui est plus importante que si j'avais utilisé mes points quand j'étais à des salaires plus bas. Donc, comme je vous disais, pendant la phase de vie, des cotisations, des versements des primes
il y a que la société qui paye la contribution patronale qui est à 29,7. Ça reste quand même intéressant. Si on pense par rapport aux cotisations sociales patronales et salariales qu'on paye pour rémunération, là c'est un peu moindre. Et on peut bien évidemment passer tous ces montants en charge, donc ça va réduire le bénéfice imposable de la société. Alors que pour les bénéficiaires, comme je vous disais, pendant la phase de versement des primes, ils ne payent absolument rien. Et au moment de la rente, c'est les barèmes de l'impôt avec une partie de charges sociales qui dépend du montant de la rente. Donc là, vous avez tous les barèmes. Euh, voilà, il faudra regarder au cas par cas en fonction du montant de la rente qu'on aura. Donc, comme je vous disais, on privilégie effectivement les salariés qui ont des forces des dirigeants qui ont des forces de rémunération. Il faut avoir de la trésorerie parce que ça a quand même un coût important. Donc, il faut avoir de la trésorerie disponible. Vous avez vu l'exemple avec Jean-Baptiste. On était déjà à un montant de 56 000 euros juste de cotisation, à laquelle il faut s'ajouter les 29,7 de contributions sociales. Donc, on est à des montants qui sont relativement importants. On attend le plus possible d'être proche de la retraite, comme je vous avais dit. Et voilà, il faut faire juste attention à deux choses. Quand on a des mandataires sociaux qui gagnent plus de 8 passes ou des salariés qui gagnent plus de 8 passes, il faut quand même qu'il y ait une condition de performance professionnelle à la mise en place. En fait, quand on va faire la convention de mise en place, qu'elle soit collective ou individuelle, on va à ce moment-là soumettre le paiement de cette cotisation à l'atteinte d'un résultat financier qu'on peut avoir défini ensemble avec le salarié ou que les dirigeants ont défini pour lui-même. Deuxième chose importante, quand on met en place ce type de régime, il faut qu'il existe déjà un dispositif de épargne salariale retraite, donc que ce soit le PERECO ou le PEROP. Bien évidemment, quand on est dans les cas où on a des salariés. Donc, je suis dirigeant, je suis tout seul, je n'ai pas des salariés, ben, je vais mettre en place un PEROP, je ne pourrais pas mettre en place un PERECO. Si j'ai des salariés, je peux faire par exemple le PERECO avec un abondement unilatéral à 1% et ensuite mettre en place l'article 39 qui est pour moi en tant que dirigeant et mon salarié les mieux payés. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Oui, mais j'ai répondu, mais on peut le dire Ok. encore une fois, je ne sais pas si tout le monde voit les réponses. Il y avait une question sur le Non, fait. on ne voit pas les réponses. On voit pas les réponses. Ah, d'accord. Alors du coup, si on un article 39 en cas de décès avant l'entrée en jouissance de la rente, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le décès de l'assuré, s'il reçoit un capital ou une rente, donc oui, oui, il reçoit bien un capital, le ou les bénéficiaires qui ont été désignés au contrat, avec une fiscalité 990 I 757 B du CGI. Voilà. Il n'y avait que ça. Ah, ok, parfait. Donc Enfin, voilà. après, il y avait les cotisations déductibles de l'IS, mais tu as répondu au même moment. Ok. Alors, bien évidemment, ça reste quelque chose qui est plutôt complexe, hein, il faut l'étudier, il faut absolument faire une étude pour déterminer les différentes choses, les différents droits à payer, etc., et voir qu'est-ce que ça comporte sur la durée des vies. Donc, on met à disposition, il y a notre service juridique qui est à disposition pour faire des études, donc des études chiffrées avec des simples informations pour savoir bah, qu'est-ce que ça donnerait en termes de montant? C'est le petit calcul qu'on a vu tout à l'heure, mais on va le faire de façon plus approfondie avec le montant aussi, bien évidemment, des contributions sociales, du coût de la rente, qu'est-ce que ça va coûter à la sortie en termes d'impôts, si on reste sur les barèmes d'aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, on vous accompagne dans l'étude, bien sûr. Il faudra vous faire un mail pour qu'on vous transmette effectivement la liste de ces les éléments que l'on a besoin et l'adresse mail de notre service juridique que vous voyez à l'écran. Si c'est un produit que vous voyez dans votre portefeuille, que vous pouvez avoir des personnes qui peuvent être intéressées, n'hésitez pas à suivre aussi l'atelier qu'on a fait exprès pour l'article 39, qu'on rentre encore plus dans les détails du mécanisme. Et éventuellement, vu qu'il n'y en aura pas jusqu'au prochain semestre, vous pouvez vous approcher de votre interlocuteur pour qu'il vous transmette quand même le support, pour vous explique plus en détail et que vous voyez avec lui les cas de vos clients qui pourraient être intéressés.
Parce que là, on arrive dans la deuxième partie de l'année, tout le monde le sait. Quand on va arriver en dernier trimestre, la retraite va être les sujets de prédilection de nos clients. Donc, Juste, il y avait une question, supplémentaire question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais peut-être que tu as déjà eu cette question. Si on met en place un article 39 et qu'il n'y a qu'un seul cadre dans le PEROB qui a déjà été mis en place, est-ce que ça suffit ou il faut que ce soit un PEROB pour l'ensemble du personnel? Euh, Moi, je sais pas, mais on se renseigne, Stéphane, enfin, moi, je sais pas, mais peut-être qu'Isabella, tu sais. alors, effectivement, j'ai jamais eu les cas. Pour moi, Mm. qu'en principe, ça doit. J'aurais tendance à dire l'ensemble du personnel, mais je sais Ouais, pas. moi Et aussi, du coup, on se renseigne et... j'aurais tendance à dire l'ensemble du personnel doit être concerné par le dispositif qui est mis en place. Après, effectivement, bah, c'est les principes du PEROB, la possibilité d'exclure certains salariés. Mm, Donc, moi, je voyais ça sincèrement, quand je le présente, en tout cas en région, à mes partenaires, je parle de PEROB quand on a un dirigeant qui est tout seul et qui n'a pas des salariés. Donc, il mm, faut un PEROB pour lui et ensuite l'article 39 pour lui. Et quand il y a des salariés, c'est per éco avec un abondement unilatéral, même des 0,5%, hein. On n'est pas obligé. 1% du pass, ça fait 450 euros par bénéficiaire. On peut même faire moins. Après, il ne faut pas que ce soit ridicule. Ça reste quand même quelque chose de motivant pour les salariés. C'est en plus qu'on leur donne. Et 450 euros d'abondement unilatéral, donc 1% du pass, c'est un coût pour la société, 450 euros. Il n'y a pas les charges salariales, les charges patronales. Donc, si on a deux, trois salariés, c'est pas non plus un montant qui est très important. Et l'effet de faire ça, ça nous donne droit à l'article 39. Donc, moi, j'ai fait plutôt comme ça, le raisonnement. Mais on pourra poser la question parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir. On vous revient, on se note les points oui, par rapport à ça. Est-ce que la présentation, alors oui, alors la présentation ne sera pas disponible sur les sites, encore une fois, mais vous pouvez absolument le demander à votre interlocuteur, Stéphane. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais voilà, n'hésitez pas à le demander à votre interlocuteur en région et il pourra vous le transmettre sans problème. Et ça vaut pour tout le monde. oui, il est chez nous, Stéphane. Ah bah parfait. Donc, pour conclure, ce qu'on a vu, eh ben, on a tous nos produits là qui s'affichent à l'écran. Vous savez, tous les dispositifs qui existent pour partager les profits et pour préparer sa retraite, parce que c'était le sujet d'aujourd'hui. En fait, un dirigeant, on l'a vu, il a plusieurs possibilités en fonction de son statut. Je dirais en fonction de son statut et de sa fibre de partage. Parce qu'effectivement, euh, n'importe quel dirigeant avec ou sans salarié peut mettre en place un PER individuel, donc pour lui. Après, si je suis assimilé salarié, je peux mettre en place un PEROB qui est pour moi, un article 39 qui est pour moi. Donc après, on rentre dans une vision effectivement de partage de la valeur où on va chercher une efficacité est absolument optimale, mais avec le fait de devoir partager avec les autres, avec nos salariés présents dans la société. Donc, on le verra, elle a dit tout à l'heure, Camille, on ne trouvera pas un produit retraite financé par la société plus intéressant qu'est le couple versement abondement. C'est sûr que l'abondement reste le dispositif fiscalement plus intéressant, hein. Pas des charges, pas d'impôts, encore une fois, et la CSG-CRDS, mais en fonction des situations. J'ai pas des salariés, je peux pas. Ben, on a d'autres solutions. J'ai des salariés, j'ai mis en place quelque chose, mais je veux pouvoir aller chercher encore plus parce que j'ai besoin de la préparer mieux, ma retraite, parce que je sais que mon taux de remplacement, comme on a vu au début, va impacter énormément ma vie au quotidien. Je veux absolument me préparer en retraite supplémentaire. Et ben, je vais vers les autres solutions auxquelles j'ai droit. Voilà. Vous a remis la carte effectivement de vos interlocuteurs en région selon où vous êtes. Donc voilà, vous voyez, moi je suis avec Eric en Nouvelle-Aquitaine, Camille avec un Manuel en partie nord-ouest, et après vous avez Julien, Hervé en PACA. Je ne sais pas les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont avec nous, d'où vous venez, mais vous avez les coordonnées de vos interlocuteurs. Je vous laisse quelques minutes
si jamais il y a quelqu'un qui n'aurait pas les coordonnées de son interlocuteur en région. J'en profite pour voir s'il y a des dernières Oui, questions. il y a une dernière question. Euh, Élodie, si pas de salarié, on est obligé de proposer un PEROP puis un article 39 ou direct un 39. Non, s'il n'y a pas de salarié dans l'entreprise, on peut directement proposer un 39 en fait. En fait, le 39, on est obligé de proposer PERECO, PEROP si on fait une seule catégorie de salariés. Mais si c'est juste le dirigeant assimilé salarié, non, non, il n'y a pas de sujet, hein. Vous pouvez coupler PEROP 39 comme vous a présenté C'est moi, Isabella, c'est directement moi, mettre. oui, mais effectivement, je l'ai mal dit tout à l'heure, donc je comprends votre question, Élodie. J'ai mal exprimé mon propos tout à l'heure, donc effectivement, ça pouvait porter à confusion. Non, non, c'est effectivement quand on n'a qu'une seule catégorie qu'on est obligé de passer par là. Voilà. Voilà. Voilà, si, une autre question. Je suis en PACA, mon client en Guyane. Qui est mon correspondant? Votre correspondant, ça reste la personne qui est en PACA. Alors, PACA, PACA, c'est en jaune. C'est C'est Julien et soit Julien, Hervé. soit Hervé. En fonction, Julien, il fait la partie à partir de Marseille jusqu'à Montpellier. Et Hervé fait l'autre partie de Aix-en-Provence à Nice. Donc voilà. Tout à fait. Oui, parce que ça vaut pour tous. En fait, peu importe où sont géographiquement vos clients, nous, on vous accompagne où vous êtes, vous, géographiquement situé. Donc, si vous êtes situé à Paris, peu importe si votre client il est à Nice, ça sera toujours la personne de Paris qui vous accompagne. Après, bien évidemment, elle ne pourra pas vous accompagner en rendez-vous client physiquement à Nice. À ces moments-là, si vous avez besoin de la présence de quelqu'un sur place, bah, les collègues qui sont sur place pourra éventuellement vous accompagner en rendez-vous. Mais sinon, le suivi auprès de vous est toujours assuré en fonction de où vous êtes géographiquement. Après, on est quand même assez sympa entre nous, donc on sait, s'il y a besoin, on peut s'aider pour vous accompagner au mieux, il y a pas de soucis. Oui, tout à fait. Et du coup, on a une dernière question de Stéphane sur quelle solution pour les non-résidents. Euh, eh bien, aujourd'hui, Bah, ça dépend parce que ouais, si vous êtes non-résident, bah, est-ce que vous êtes salarié en France? je pense que, enfin, on pourra reparler de ce point-là, Stéphane, ou même avec Emmanuel, mais si c'est un dirigeant non, enfin, si on part du principe que c'est un dirigeant non résident, enfin, c'est une entreprise, pour moi, on peut rien faire. Voilà. Mais on pourra reprendre le point. Enfin, si c'est un cas particulier, on pourra reprendre le point. Parfait. Donc, n'hésitez pas, on a fait, si vous êtes intéressé par la nouvelle loi partage de la valeur, on a fait une série de webinaires sur le sujet, la chronique du partage. Et là, pour le coup, vous avez ces webinaires qui sont disponibles en replay sur l'extranet. Vous avez dans l'onglet formation, vous avez support webinaire, tutoriel, etc. N'hésitez pas à les regarder. Il y a plein d'informations sur les nouveautés qui arrivent avec cette loi, qui sont arrivées déjà avec cette loi, mais qui sont mises en pratique pour certains à partir du premier exercice 2025. Et voilà, pas vous dire des plus. On vous attend du coup pour les autres sujets. On va peut-être ajouter des nouveaux sujets aussi, hein, avec Camille, justement, Mm. et souhaiter proposer des nouveaux sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Mais voilà, on refera ces formats d'une heure, sans doute au deuxième semestre. Donc, n'hésitez pas à regarder sur l'académie. On va les mettre en ligne d'ici la fin de l'été, que ce soit pour les présentiels et pour les visios. Voilà. Voilà, Et bien, parfait. écoutez, sur ça, je pense qu'on a respecté les timings, presque à deux Oui, on minutes. est bien. On est Allez, bien. on est bien. Et ben, bonne journée à tout le monde, bon Oui. vendredi et bon week-end à tous. Merci. Bon week-end. Au revoir.